Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 31 août 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour la dernière séance mensuelle. Hier à Wall Street, les indices Nasdaq et S&P 500 ont clôturé encore une fois sur de nouveaux plus hauts historiques. Les investisseurs privilégiant toujours les valeurs technologiques grâce aux propos jugés rassurants, comme vous le savez, du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, sur le rythme de resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale américaine, puisque le patron de la Fed a quand même assuré vendredi que la Fed, en tout cas, resterait prudente dans toute décision éventuelle sur une hausse des taux, alors qu'elle tente justement de ramener l'économie vers le plein emploi. Donc maintenant, tous les regards seront tournés, comme je vous le disais hier, vers le rapport mensuel sur l'emploi, le fameux NFP, ce vendredi. En Europe, ce matin, on évoluait en légère hausse avant la publication de données économiques. Une séance plutôt calme, des investisseurs qui essayent toujours de poursuivre la tendance positive des derniers jours, justement pour la dernière séance du mois. Logiquement, les indices boursiers devraient conclure ce mois d'août en hausse, ce qui constituerait pour le Stoxx 600 son 7e mois consécutif de gains, du jamais vu très clairement en plus de 8 ans, grâce notamment aux bons résultats des entreprises, à la poursuite de la vaccination contre le Covid-19, mais surtout grâce notamment au soutien inconditionnel des banques centrales et des injections de liquidités. Alors, les actions ont reçu un petit coup de boost vendredi, comme je vous le disais, avec le discours du président de la Fed, qui n'a donné justement aucune indication claire sur un éventuel resserrement de la politique monétaire américaine, avec le fameux tapering. Toutefois, ce matin, du côté de la macroéconomie, on constate que les PMI officiels sont ressortis inférieurs aux attentes en Chine en raison de la pandémie et surtout des prix élevés des matières premières. Donc, l'indice PMI manufacturier a reculé plus qu'attendu à 50,1 et celui des services est tombé même à 47,3, traduisant donc ainsi une contraction de l'activité dans le secteur, ce qui n'était pas arrivé depuis le pic quand même de la pandémie en février 2020. Donc rappelez-vous, c'est vrai qu'on avait des PMI qui étaient à des niveaux extraordinaires, que ce soit aux États-Unis, en zone euro ou même en Chine. Donc après l'euphorie, retour à la normale. Et effectivement, le second semestre 2021 pourrait s'annoncer, en tout cas, pourrait être plus compliqué que le premier semestre en termes de croissance, ce qui est normal. On avait eu une chute tellement énorme en 2021 que forcément, dès qu'on redémarre, on a une reprise assez forte du secteur. Donc maintenant que la reprise a été bien amorcée, on risque et on devrait logiquement avoir un retour à la normale sur la plupart des indicateurs macro. Parallèlement, on a eu l'inflation aussi de la zone euro. De ce fait, ce matin, les indices étaient plutôt en hausse et suite à la publication de l'inflation en zone euro, eh bien, les indices ont quand même cédé du terrain. Ils sont actuellement dans le rouge puisque l'inflation de la zone euro atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, comme vous pouvez le voir ici. Avant justement la réunion clé des banques centrales, donc l'IPC en glissement annuel a atteint 3% en août, après 2,2% en juillet, soit le niveau le plus élevé quand même depuis 2011. Et donc, la Banque centrale européenne doit justement se réunir, pareil, une date à noter, le 9 septembre, pour discuter aussi de l'avenir de son programme d'achat d'actifs. Et effectivement, si l'inflation continue de croître et d'accélérer, il est tout à fait logique que la Banque centrale européenne, elle aussi, comme la Fed, commence à se retirer doucement
des marchés financiers, du moins via son programme d'achat d'actifs. Pareil, elle devrait logiquement réduire le montant des achats d'actifs. Pour rappel, la principale mission de la Banque centrale européenne consiste à maintenir la stabilité des prix. Cet objectif de stabilité signifie à la fois que les prix ne doivent pas enregistrer de hausse, donc inflation importante, et que toute période continue de baisse des prix, qu'on appelle aussi déflation, doit être évitée. Et on constate généralement que les longues périodes d'inflation ou de déflation excessive ont des répercussions négatives sur l'économie. Donc maintenant, faut-il écouter le discours des banquiers centraux qui nous disent depuis maintenant plusieurs mois que l'inflation est transitoire? Il y a actuellement un grand débat pour savoir si l'inflation est transitoire ou permanente. Quoi qu'il en soit, moi ce que je remarque, c'est que l'inflation est là actuellement. Et donc avec des niveaux actuels, logiquement, les banques centrales sont censées agir dans leur politique monétaire. Pour rappel, l'objectif d'un niveau d'inflation était de la Banque centrale, en tout cas, c'est inférieur, mais proche de 2%. Et il servait d'étalon depuis maintenant 18 ans. Et maintenant, actuellement, récemment, la Banque centrale l'a remplacé par une cible d'inflation à 2% à moyen terme. Donc, effectivement, il va falloir commencer à rectifier le tir pour atteindre cet objectif d'inflation à moyen terme. Ici, nous avons les prévisions de Goldman Sachs pour le S&P 500. Donc, à gauche, les nouvelles prévisions, ici, les anciennes prévisions. Donc, ce graphique, je vous l'ai présenté, il me semble, début juillet. Et Goldman Sachs estimait, en tout cas, tablait sur un S&P 500 à 4300 points pour fin 2021 et 4600 points pour fin 2022, avec des bénéfices par action aux alentours de 193 $ pour 2021 et 202 $. Donc, on constate très clairement que Goldman Sachs se montre une nouvelle fois optimiste pour les mois à venir et même pour 2022. Puisque, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle a relevé ses objectifs concernant le S&P 500. Maintenant, on est passé à 4700 points pour 2021, 4900 pour 2022 et les bénéfices par action passent quand même de 193 à 207 et de 202 à 212. Donc quand même une belle révision de Goldman Sachs en l'espace de 1 mois et demi sur le S&P 500. Donc, ce que je vais faire moi maintenant, c'est garder ces graphiques bien au chaud et vous les ressortir à la fin de l'année pour voir un peu comment ont évolué les choses et savoir si Goldman Sachs ne fait pas une nouvelle fois, car Goldman Sachs a la fâcheuse habitude en fait d'être une girouette quand même dans ses prévisions concernant le S&P 500. Donc, comme je vous le disais, je vais garder ces graphiques bien au chaud et je vous les ressortirai à la fin de l'année et on fera le point tous ensemble pour voir si Goldman Sachs a atteint ses objectifs concernant les bénéfices par action et le niveau du S&P à la fin de l'année. En tout cas, Goldman Sachs se montre assez bullish pour les mois à venir. Côté graphique maintenant. Alors, concernant le CAC, rien n'a changé finalement depuis hier. Je suis toujours neutre sur l'indice CAC 40. Alors certes, la dynamique reste haussière, mais on est sur un gros niveau de prix. Le fameux niveau de support ici, niveau de support qui correspond à l'ancien top de marché du mois de juin, suivi du niveau de retracement de 38,2 de la dernière vague de hausse. Donc là, très clairement, pour l'instant, on est sur une zone, un niveau de support. En parallèle, les prix sont prisonniers entre Kijun et Tenkan, donc logiquement, faut éviter de trader lorsque les prix sont fermés entre ces deux composantes de l'Ishimoku. En tout cas, pour l'instant, on est sur support, donc aucune raison de vendre un support.
Et acheter là, je ne vois toujours pas de signal technique ou de bougie indiquant une poursuite de la hausse. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de se stabiliser. Toutefois, on peut tracer une petite droite ici. Ce qui va m'intéresser, moi, maintenant, à long terme, à moyen terme plutôt, dans les jours à venir, c'est de savoir si on s'est fait une frayeur, comme je vous le disais hier, le marché tricote ce niveau et va repartir pour venir combler son premier gap et repartir de l'avant pour aller chercher le deuxième, ou on part sur une correction en A, B, C. Et objectif, 6450 points. Voilà actuellement ce que je surveille sur le marché. Mais pour l'instant, je trouve qu'on manque de visibilité pour établir un scénario assez propre. Donc, soit une correction en A, B, C, et on viendrait taper, je pense, le niveau des 61,8, et pourquoi pas en cas de grosse accélération. On mesure la vague A et qu'on la reporte, ouais, c'est ça donnerait à peu près 6400. Donc, une ABC, c'est vrai que ça ferait un swing move, on appelle aussi vraiment un gros swing move. Donc, à surveiller. Pour le moment, j'estime que les acheteurs gardent quand même la main. On a récupéré des niveaux de résistance, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Voilà. J'attends surtout les prochains jours et le NFP qui devrait peut-être aussi donner un peu plus de visibilité pour la suite. Mais je reste neutre quand même sur le CAC 40. Pour l'instant, pas d'achat et pas de vente non plus. J'aimerais bien qu'on ait très clairement une belle bougie verte, impulsive, qui vienne me breaker les 6700 points. Et donc là, ça enverrait quand même une indication sur la tendance à venir sur le CAC 40. Mais pour l'heure, à court terme, très clairement, il n'y a rien à faire depuis une semaine sur le CAC 40. Le DAX. Alors le DAX, je suis tiraillé. Je suis tiraillé dans le sens où ce matin, on a eu une rupture du triangle. Donc, je vous parlais de ce fameux triangle de consolidation hier. Donc, on a eu un gap haussier, belle bougie flux. Et dès la publication de l'IPC en zone euro à 11 h, comme vous pouvez le voir, eh bien, dégringolade de l'indice. Vous voyez ici, 10h45, 11 h. Depuis, on chute. Donc, pour l'instant, rien n'est fait. La séance n'est pas terminée. On va aussi attendre l'arrivée des investisseurs américains à 15h30. Peut-être qu'on est en train de faire un pullback, voilà, une réintégration un peu agressive à l'intérieur de ce triangle, mais rien n'est fait. J'attendrai quand même la clôture pour voir un peu la tête de la bougie. Car là, effectivement, ce matin, on passe un beau gap haussier, une belle bougie flux. On se dit, chouette, on a un flux acheteur assez impulsif. Et finalement, les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique sur la séance et en sont même en train d'invalider la sortie du triangle. Donc, pas de précipitation sur le DAX. Pour l'instant, on est en train de sortir du triangle, on est aussi en train de le réintégrer. J'attendrai la clôture pour voir surtout l'évolution de cette bougie. Donc, soit on s'est fait un peu une frayeur avec les chiffres de l'IPC à 11 h et finalement on va clôturer vert et sortir du triangle. Et si on réintègre, eh bien ce sera une fausse sortie. Et on pourrait aussi d'ailleurs avoir dans ce cas-là, un dysfonctionnement du triangle, en fait, une fausse cassure. Et derrière, si on réintègre le triangle, ça ferait que ce serait pas terrible d'un point de vue de la configuration des prix et on pourrait tout simplement avoir une invalidation de ce triangle symétrique. Pour l'instant, on est pile poil sur l'oblique. Si je me mets en données 4 heures, voilà, on est en train de faire un peu ce pullback. Ça ferait qu'on a une belle bougie flux. Donc, bon, je vais déjà surveiller la clôture 4 heures et l'ouverture à 15h30 pour savoir si finalement le marché s'est juste fait une frayeur et vous offre au contraire un super point d'entrée ici en effectuant le pullback, ou si on clôture à 17h30 en réintégrant le triangle, il faudra peut-être se méfier. Mais pour l'instant, bon, on se trouve à la croisée des chemins. Il va falloir suivre, comme je vous le disais, l'évolution des prix dans les prochaines heures pour savoir si ce triangle est invalidé ou pas.
Et dans le cas où il serait invalidé, eh bien, je vise les 16 150 points. Le Dow Jones. Rien à signaler sur le Dow Jones, honnêtement, on est au milieu du désert. Que dire? Pas grand-chose. En fait, j'attends la cassure des 35 630. Voilà. Là, se positionner ici, bof, pas terrible. Comme je vous le disais, pour moi, une zone d'achat qui va m'intéresser, c'est l'ancienne borne haute du range. L'ancienne borne haute du range, et si on revient taper sur notre oblique avec la moyenne mobile 50 qui remonte, effectivement, on aurait plusieurs éléments techniques qui convergeraient. De ce fait, on aurait un seuil important de support pour tenter de se repositionner dans le sens du flux. Mais à l'heure actuelle, bon, on n'est pas vraiment sur un niveau de résistance, pareil que sur le CAC, assez neutre, hein. Bien entendu, ça reste haussier, les acheteurs gardent la main, mais pour offrir un plan de trading actuellement, je n'ai malheureusement aucun plan de trading à vous offrir sur le Dow Jones. J'attends soit qu'on break les anciens plus hauts pour aller chercher les 36 000 points. Je pense effectivement que si on break ce niveau, on peut facilement aller chercher 400 points à la hausse pour aller chercher le seuil psychologique des 36 000 points. Et dans le cas contraire, eh bien, en cas de correction, j'attendrai un retour, voilà, Tenkan, Kijun. Ici, pour moi, on est une belle zone à mettre à profit, 35 100, 35 050 points sur le Dow Jones. Si on regarde les futurs, sont dans le vert. Bon, très clairement, en swing trading, en tout cas, après en scalping, en intraday, vous avez sûrement des opportunités, mais en swing trading, voilà. Bon, moi, ma zone, elle est ici. Donc, j'attendrai un breakout de ma zone ou un retour sur ma zone basse. Voilà. On a identifié 4 zones, 4-5 zones. Généralement, on a quand même une belle réaction des prix à chaque fois qu'on vient taper dans ces zones-là. Donc, en swing trading, j'attendrai soit un retour Kijun, Tenkan, moyenne mobile 50 qui est juste au-dessus. Donc, ici, vraiment, les 35 000 points, seuil psychologique pour tenter des achats sur signal technique de retournement. Dans le cas contraire, un breakout des anciens plus historiques pour aller chercher les 36 000 points. J'ai beau affiner sur les données inférieures, en tout cas, j'observe pas grand-chose. Par contre, un micro range 4 heures juste ici, mais sinon, pas beaucoup de volatilité sur l'indice depuis maintenant une semaine. Fin de clôture en plus, enfin clôture mensuelle aujourd'hui, on va démarrer le mois de septembre. C'est le retour des investisseurs après plusieurs semaines d'absence, donc potentiellement un retour de volatilité. Pareil, on verra aussi le mois de septembre, car comme je vous le disais, généralement, du moins statistiquement, le mois de septembre est un mauvais mois pour les bourses. L'euro-dollar, par contre, l'euro-dollar, ça me plaît bien. Voilà. L'euro-dollar, c'est beau, comme évoqué hier. On a cet avalement haussier qui tient toujours, qui est en place en tout cas, sur zone de support. Donc certainement pas vendeur d'euro-dollar, au contraire, c'est plutôt de se positionner à l'achat. Et en daily, on fait une belle bougie. Voilà. On est en train de break la moyenne mobile 50, c'est assez propre. Là, on est sur une belle bougie flux et on avait un peu un élargissement descendant sur l'euro-dollar, donc on se rapproche de notre oblique. Effectivement, j'aime bien la reprise qu'on est en train de faire sur l'euro-dollar. Très clairement, c'est assez propre, que ce soit en données hebdomadaires, reprise haussière. Si on break ce niveau, je vise toujours les 1,1950. Là, actuellement, je suis haussier sur l'euro-dollar. Premier niveau, c'est l'indice 75, mais le TP qui va m'intéresser, c'est l'indice 950. J'espère juste que
le NFP vendredi ne va pas plomber une nouvelle fois l'euro. Effectivement, on a quand même eu un excellent NFP le mois dernier, donc forcément, si les chiffres sont bons, ça pourrait une nouvelle fois pénaliser l'euro. Donc, je me montre plus prudent. En tout cas, d'un point de vue technique, j'ai beaucoup de signaux qui m'indiquent une reprise haussière, que ce soit en daily ou en hebdomadaire. Après, reste à savoir si le NFP, l'interprétation du NFP de la part des investisseurs vendredi. Mais sinon, en données 4 heures, voilà, on a vraiment une belle tendance haussière qui est en train de se matérialiser ici, une reprise haussière. Donc, voilà, pour moi, le prochain niveau à surveiller, c'est le breakout, la sortie de l'élargissement descendant, qui logiquement, si on reporte l'objectif théorique, devrait nous offrir une accélération haussière en direction des 1,1950. L'euro NZD. L'euro NZD, on est dans un range, toujours. On est dans un range et on se rapproche de la borne basse. Donc déjà ici, on a une zone de prix mensuelle, voire hebdomadaire. On a clairement, surtout une zone hebdomadaire. Ichimoku, hop, caché. Voilà. Donc ici, on a quand même une très belle zone de prix. Hop. Juste ici. Donc, une belle zone de support en données weekly. Pour le moment, elle tient. Et si on affine en données horaires, daily, pardon, on a un range. De nouveau, on a un range technique et on est en train de se diriger vers la borne basse. Certains ont peut-être réussi à se positionner sur la borne haute avec la magnifique étoile du soir Doji. Donc logiquement, certains ont dû prendre leurs bénéfices, au moins faire TP1 sur le milieu de range et viser TP2. La borne basse du range se situe à 1,66, 1,6630. Elle est assez large puisqu'on a identifié une zone weekly. Toutefois, j'ai le sentiment qu'on a aussi un support à l'intérieur du range. Juste là. Voilà. Ici, j'ai le sentiment, vous voyez, que les prix sont quand même venus travailler ce niveau tout le long là. Pareil en mai, en juillet. Et là, on a fait un excès baissier, on est venu taper un peu la borne basse de notre range, mais on a une zone voilà, on a un support dans le range assez important. Donc, ne soyez pas trop gourmands pour celles et ceux qui sont vendeurs. N'oubliez pas qu'on a quand même un niveau de support important et que potentiellement, il ne faut pas exclure de se positionner sur ce niveau-là. Si on a un chantier de retournement sur ce niveau-là, il faudra chercher à se repositionner à la hausse pour une nouvelle rotation des prix. Dans le cas contraire, on attendra la cassure pour de nouveau chercher des achats sur la borne basse de ce range, si bien entendu on a des signaux de retournement. Pour l'heure, le flux est baissier pour l'instant. En données 4 heures, j'observe aucune bougie de retournement. Je ferai le suivi dans la semaine. On est à la limite sur un support intermédiaire, mais pas très important. Pour moi, le vrai support à l'intérieur du range, c'est les 1,60. On va arrondir à 1,67 très clairement, 1,67, 1,66,90 et deuxième support 1,66, 1,66,40. Pour l'heure, comme je vous le disais, en données horaires et 4 heures, le flux reste baissier et toujours pas de divergence ou de bougie de retournement, de pattern de retournement. Donc, laissons le flux baissier se poursuivre et on interviendra une fois qu'on aura un signal intéressant sur cette paire. GBP AUD. Là, c'est à peu près pareil sur le GBP AUD. C'est des paires d'habitude que je regarde pas tellement, mais là, ça m'intéresse encore une fois quand on est dans une zone, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, donc, il est venu taper le haut de nuage, Chikou est venu taper aussi le haut de nuage, donc obstacle au prix, on est venu s'arrêter pile poil sur ce niveau. Néanmoins, on a quand même une belle zone ici de prix en données weekly, donc une zone de polarité très clairement. Donc après avoir été maintenu en échec ici, on vient faire un peu
ce pullback. Derrière, on est quand même dans une belle reprise haussière depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce que l'objectif, on avait ici un magnifique double creux. Vous voyez, double creux. Est-ce que l'objectif a été atteint pour savoir s'il nous reste un peu de marge? Non, l'objectif n'a pas été atteint en plus de ce double creux, donc ce sera un objectif à 1,96. Donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me repositionner dans le sens de la tendance pour 1, aller chercher TP1 1,90,95 et TP2 1,95,50. Dans le sens où, si on affine maintenant données daily, voilà. Donc là, effectivement, on avait bien une divergence baissière, elle a été validée, mais on arrive sur notre zone weekly. Et la tendance, elle, est haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, une fois qu'on est sur ce niveau-là, effectivement, avec la MM50 en plus, en soutien qui arrive proche de notre zone, forcément, j'ai envie de chercher des achats pour me repositionner dans le sens du flux avec TP1 et TP2. Voilà l'objectif que j'ai sur cette paire. Mais pour l'heure, ça reste baissier. Enfin, c'est baissier. On est dans un mouvement correctif. Donc, je vais attendre un signal sur une tête de temps, pourquoi pas 4 heures, pour tenter de reprendre cette dynamique haussière. J'aimerais bien qu'on vienne taper la zone, qu'on aille un peu plus bas. Toutefois, on est venu chercher les précédents plus bas ici, mais on est sur une belle zone. Donc maintenant, voilà, il va falloir surveiller une belle bougie flux en données 4 heures avec un stop loss sous la zone, très clairement, pour aller chercher TP1 et TP2. Pareil, c'est un plan, du moins c'est un plan de trading que j'ai pour cette semaine. Je ferai le suivi comme sur l'AUD USD. Mais j'attends de voir où la MM50 pour remonter. J'aimerais vraiment qu'on ait un excès dans cette zone pour avoir un ratio optimal avec un stop loss sous la MM50 pour reprendre ce train et aller chercher, comme je vous disais, TP1, TP2, objectif, comme vous pouvez le voir ici, du double creux. Donc voilà le plan. Il n'est pas déclenché, mais à surveiller sur cette paire, sur le GBP AUD. Passons au gold. Mais rien n'a changé. Sur le gold, on est au même stade finalement. Je vais juste voir la clôture mensuelle. Bon, ok. Open égale clôture, donc il ne s'est rien passé finalement sur le mois, à part le mini sell-off. Mais sinon, open égale close. On va quand même clôturer logiquement au-dessus de notre zone mensuelle hebdomadaire, donc la fameuse zone de support, juste ici des 1790, 1800. Donc ça, c'est un bon point pour la suite. Mais derrière, encore une fois, j'attends. Voilà, j'aimerais bien qu'on sorte du nuage, qu'on soit libéré de tout obstacle et surtout que les prix break les 1830. Pour moi, c'est le pivot clé pour la suite, pour le mois de septembre, c'est la rupture de 1830, 1830, 1835, pour donner un nouveau souffle au marché, pour aller chercher 1850 et 1910. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'actions sur le gold. Enfin, si, on a une action, un peu d'action ici avec le sell-off, mais sinon, payer là, c'est payer au milieu de nulle part. Vendre ici, bon bah dans ce cas-là, attendez les 1830 si vous voulez vendre, ça vous offrira un meilleur ratio. Et si vous voulez vous positionner à l'achat, bah, attendez un retour sur les 1795, 1790, 1800. Là, on est au milieu. Donc, pour moi, en tout cas en swing, rien à faire. J'attendrai patiemment, encore une fois, ma cassure des 1830, 1835 pour avoir un signal technique haussier pour accompagner le flux directionnel à venir. Donc pas de plan de trading pour l'instant sur le gold. On attend patiemment un retour sur support ou un breakout de la fameuse zone des 1830. Si on regarde du côté du silver, pareil, je vais voir la clôture mensuelle, à quoi elle pourrait ressembler. Bon, on avait évoqué la divergence haussière, l'avalement haussier daily, l'avalement aussi haussier hebdomadaire, donc des signaux plutôt encourageants qui plaident en tout cas pour un creux de marché.
Et étant donné qu'on est dans un range, potentiellement une nouvelle rotation des prix en direction de la borne haute avec TP1, TP2. Maintenant, en données mensuelles, bon, une bougie rouge, mais on le voit très bien, hein. Vous voyez, on a un magnifique range et vous voyez la zone de polarité ici, c'est l'énorme niveau. Si on break ce niveau à moyen long terme en hebdomadaire, les 28,40, 28,50, je pense que le silver va exploser derrière. Très clairement, je ne sais pas si on est dans une phase ici d'accumulation ou de distribution, mais si effectivement on est dans une phase d'accumulation depuis 1 an et qu'on break ce niveau, je m'attends à une explosion du silver derrière. Et je vise très largement 35 TP1, puis 41 TP2. Voilà pourquoi je surveille le silver, parce que j'ai l'impression que le marché est en mode cocotte minute et qu'à tout moment, ça pourrait exploser. Et surtout si on break cette zone de polarité mensuelle. C'est une énorme zone. On bloque depuis maintenant 1 an dessus. Et si je surveille tout simplement une clôture hebdomadaire derrière. Si on a une belle clôture hebdomadaire, que effectivement on fait la rotation complète des prix, et cette fois-ci on en sort par le haut, le silver pourrait vraiment surperformer le gold derrière et effectuer une très belle impulsion haussière pour aller chercher 35 et 41. En tout cas, ce seraient mes objectifs à long terme. Moyen terme, 35, long terme, 41. Voilà la zone que vous devez tout savoir sur votre graphique. C'est cette fameuse zone mensuelle. Pour l'heure, à plus court terme, eh bien, on est toujours dans le range. Donc maintenant, j'espère une nouvelle rotation des prix vers la borne haute grâce à l'apparition de ce chandelier de retournement. Le Brent, pas d'indication. Le marché pétrolier tiraillé par l'ouragan Ida et aussi surtout par la réunion de l'OPAP cette semaine. Effectivement, je n'avais pas vu, mais en données hebdomadaires, j'ai quand même une magnifique cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, Chikou libre de tout obstacle, donc un signal technique haussier en hebdomadaire, en tout cas qui plaide pour une reprise du flux vers les prochaines résistances. Toutefois, même si ce joli setup via l'Ishimoku est validé, reste quand même, on est quand même sur un niveau de résistance où ça bloque, et un niveau important. Est-ce que ce signal est précurseur de la prochaine vague de hausse ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, pour ma part, pour plus de sécurité, j'aimerais, comme je vous le disais hier, la cassure de la zone de polarité couplée à la borne basse de notre canal qui, elle, est aussi couplée à la moyenne mobile 50 et au nuage. Pour moi, c'est la zone chaude, tout simplement. Donc, effectivement, une cassure de ce niveau offrirait un point d'entrée à l'achat avec un stop loss juste en dessous pour viser TP1. Et dans ce cas-là, ça validerait vraiment le setup cassure Tenkan Kijun en données hebdomadaires et je pense qu'on pourrait aller chercher derrière bien plus haut. TP2 ici, ce serait même TP3. Donc voilà le plan que j'ai sur le pétrole. Pour l'instant, on a clôturé hier avec un doji. Ici, ce n'est pas baissier pour autant. On va essayer d'affiner tout ça en données 4 heures, voir si on a un peu plus d'indications, mais on travaille la zone. On travaille la zone, donc pas de précipitation surtout. Donc là, ça va être intéressant de suivre l'évolution dans les prochaines heures, car soit on fait une épaule, tête, épaule, on break. Dans ce cas-là, stratégie baissière, stop loss juste au-dessus, on vise TP1 et TP2, je vous l'avais donné hier. TP2, ce serait retour sur le bas de canal. Voilà mon plan. Si on échoue sur les 61,8 de Fibo, je ne sais plus si c'est les 61,8 ou les 50. Il me semble que c'est les 61,8 sur le Brent et les 50. C'est ça, 61,8 sur le Brent et les 50 sur le WTI. Donc TP1, TP2.
Voilà mon plan si on valide l'épaule tête-épaule en données 4 heures. Et à l'inverse, si on est tout simplement dans un range de consolidation et qu'on en sort par le haut, eh bien stop loss sous les plus bas avec TP1 et TP2. Voilà le plan, mais pour le moment, pas de précipitation. Comme je vous le disais, on est dans une phase de consolidation, voire même de retournement si effectivement on valide l'épaule, tête-épaule en données 4 heures. Le light, je pense que c'est exactement la même chose de toute façon. Bon, on n'a pas d'épaule, tête-épaule en données 4 heures, mais on a un range. Voilà, on a le range, ici. On a l'orange et le plan reste le même. Est-ce qu'on a une cassure Tenkan-Key June en données hebdomadaires? Ah non, pas sur le light. Pas sur le light, que sur le Brent. Effectivement, on est bloqué par la Tenkan juste ici. Intéressant. En même temps, le Brent a retracé les 61,8 alors que le light a sous-performé. On n'est que sur le niveau des 50. Donc très clairement, ce qui explique aussi le phénomène qu'on a eu sur le Brent avec la cassure Tenkan-Key June et pas sur le light. Donc légère à court terme, sous-performance du pétrole WTI. Sinon, à plus court terme, le plan reste le même que sur le Brent, très clairement. On a notre canal. Bon, la moyenne mobile 50 est un peu plus loin, mais on a toujours cette zone de polarité. Moyenne mobile 50, haut de canal qui est pas très long aussi. Et là, je vais surveiller un peu la tête de la bougie. Car effectivement, si on fait une belle bougie flux à la baisse, on aurait une étoile du matin, une étoile du soir doji, très clairement. En plus, on a fait le gap haussier, qu'on clôture bien dans le corps de la première bougie. Ça ferait une étoile du soir doji. Pour l'heure, comme je vous le disais, en données 4 heures, on est dans le range. Graphiquement, je préfère vraiment le Brent. Hein. Je trouve que le Brent est beaucoup plus propre sur les niveaux techniques clés qu'on travaille. Et on a déjà en plus retracé les 61,8. Donc, je m'intéresse un peu plus au Brent qu'au light. Mais sinon, le plan est exactement le même. Hein. On est sur un V-bottom actuellement, pareil que sur le Brent. Donc, forcément, si on casse la ligne de coup du V-bottom et en parallèle la MM50 et l'oblique haute, forcément, ça devrait déclencher une accélération haussière pour aller chercher TP1 par ici, 74, 74, 70 et TP2, la fameuse zone, rappelez-vous, mensuelle, juste ici, la magnifique zone mensuelle du WTI vers les 77, 78. Voilà, on a une très très belle zone de prix. Donc ça, pareil, il ne faut pas la négliger, cette zone, car elle a déjà fait obstacle au prix à plusieurs reprises et elle offre même une réaction assez chirurgicale, j'ai envie de dire, au prix une fois que le marché vient taper la zone. Les crypto-monnaies maintenant, avec le Bitcoin. Une clôture mensuelle qui s'annonce plutôt bonne dans l'ensemble. Bon, en mensuel, pas grand chose à dire. En hebdomadaire, j'aime bien le fait que les prix évoluent au-dessus de la Kijun. Effectivement, on est en train de consolider dans un range. Donc pour le moment, ça tient. Le niveau de Kijun, c'est important. Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que le marché consolide à court terme. Passons aux données maintenant daily. Et en daily, comme vous pouvez le voir, on est prisonnier finalement, voilà, entre le niveau des 50 et des 61,8% de la dernière vague de baisse, en prenant le point bas et le point haut. Phase de consolidation. Le marché reprend son souffle. Vendre ici, certainement pas. Acheter ici, pourquoi pas. J'aimerais en tout cas en swing attendre la cassure des 51K, 51 000 $. Mais sinon,
Pour moi, on est dans une phase de consolidation, toujours. Le marché reprend son souffle ici, bloqué entre deux niveaux clés, 50%, 61,8. On a en parallèle une belle zone, elle est assez large en plus, cette zone. Pour moi, c'est 51K, ouais, 51K, 49 800, 49 650. Elle est assez large. On a vraiment une grosse zone ici de prix assez importante. Donc, les plus expérimentés tenteront des achats à bon compte voilà, sur le niveau des 50, juste ici sur le bas de range, sauront vite protéger leur trade à l'approche des 50, 51K, et au contraire, les autres attendront le break de ce niveau-là, en tout cas en données 4 heures. Pour l'instant, on est sur support. On est venu tester le support. Pas grand-chose à dire. Bon, potentiellement un triangle. Il n'est pas terrible. On a vu, j'ai connu mieux comme triangle. Je préfère me dire on est dans une phase de stabilisation, de consolidation, de latéralisation un peu larvée. Un beau niveau de support juste en dessous avec le niveau des 50. Mais le signal pour moi, pour éviter tout piège, parce que se positionner à l'achat ici, juste sous la zone, c'est un peu risqué, tout simplement. C'est un peu en mode freestyle, on va pas se mentir, et très clairement, ce serait plus prudent, tout simplement, voilà, de peut-être rater 500 $, mais d'attendre une belle cassure des 51K pour se positionner avec un stop loss juste en dessous et aller chercher 53 200 puis 58 350. Mais je surveille et je reste quand même sur mon scénario toujours de reprise en U avec une sortie par le haut et un break des 51K. Car si on regarde ensuite l'Ethereum, eh bien l'Ethereum a le vent en poupe, vous voyez, et il est en train de sortir par le haut de son triangle. Donc forcément, je vise 3700 ici. Pour moi, c'est plutôt bon sur l'Ethereum, ça sent plutôt bon. Belle reprise en U, consolidation dans un triangle, et on fait le breakout. Voilà, comme sur le BTC consolide, mais l'Ethereum surperforme le BTC depuis sa reprise, comme vous avez pu le voir. La consolidation dans un triangle ascendant, breakout, pourquoi pas attendre un léger repli, car là c'est en plein FOMO, clairement, mais attendre potentiellement un léger repli, se positionner, et TP1, enfin TP1 3700, TP2 4178. Donc là, je passe haussier sur l'Ethereum, très clairement, fin de consolidation, un stop loss juste en dessous ici, peut-être sous la bougie précédente, et TP1, TP2. Ici, on coupera 50% de la position, stop loss à break-even, et on laissera courir ces gains pour viser TP2 et pourquoi pas plus haut historique. En tout cas, l'Ethereum surperforme le Bitcoin à court terme. On consolidait, sorti par le haut d'un triangle ascendant, donc poursuite de la dynamique haussière avec un objectif à 3700 $ pour ma part. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur la planète finance.